Bonjour chers amis, on est ensemble. On est ensemble pour quelques minutes parce que nous allons regarder un petit peu ce qui se projette en termes d'aires protégées. Souvenez-vous, nous sommes sur une série qui parlera beaucoup de biodiversité, mais cette biodiversité que regorgent nos forêts, nos aires protégées, que ce soit des aires marines, que ce soit des aires terrestres ou des aires forestières non terrestres. Tous ces aires protégées nous amènent leur lot de biodiversité, biodiversité micro, biodiversité macro, et avec des interactions entre le vivant, qu'il soit végétal ou animal. Et donc, nous allons regarder un petit peu ce concept d'aire protégée, en quoi en Afrique centrale, puisque nous prenons le cas de l'Afrique centrale, qui est le deuxième espace puits carbone, avec son incommensurable et historique et non moins important pour la biodiversité cette forêt équatoriale qui est imposante et continue aujourd'hui à assurer sa fonction hein, de maintenir la vie sur Terre. Et ça, c'est important. Nous allons pouvoir, dans la lecture que nous avons commencé de ce rapport, qui est un rapport qui est paru sur les aires protégées d'Afrique centrale en 2020, et cet État va nous parler un petit peu de ce qu'il y a autour des aires protégées. C'est un rapport qui a été produit, comme on l'a vu récemment, par l'OFAC, qui est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, elle-même, ou lui-même, l'Observatoire, une cellule de la COMIFA, qui est la commission qui regroupe les 10 pays membres qui partagent la forêt d'Afrique centrale. Et tout ceci sous un financement Union européenne, faut-il le préciser, mais aussi sous le soutien d'experts et de logistique de l'UICN. L'UICN étant l'Union internationale de la conservation de la nature. Il s'agit donc pour nous dans cette partie de lecture, hein, d'analyser, en tout cas de regarder et de comprendre les dynamiques des aires protégées en Afrique centrale. Il faut voir tous les enjeux écologiques qui sont directement liés à ces aires protégées, ce qu'on y protège et leurs liens avec le développement socio-économique des populations qui sont environnantes. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette lecture. Alors, les aires protégées d'Afrique centrale en 2020. Notons que sur une échelle de 5 ans, on n'est pas si en retard que ça sur l'échelle du vivant. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, dès que le nouveau rapport paraît, nous allons faire le yo-yo, enfin le va-et-vient entre le rapport de 2015, le rapport de 2020 et le rapport de 2025. Il est important d'élargir le champ pour bien comprendre cette notion d'air protégé, qu'est-ce qu'on y protège, la biodiversité est laquelle, et quel est le lien entre cette biodiversité et la production d'une alimentation saine et durable, et quels sont les enjeux de démographie autour et quelles sont les forces connexes qui viennent interagir sur justement la préservation de cette biodiversité ou de ces aires protégées. Donc, les aires protégées d'Afrique centrale en 2020. Alors, il y a des aires protégées qui sont classées au niveau national. Il y en a d'autres qui sont classées sur d'autres répertoires. Selon la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Cette définition inclut une vaste gamme de territoires et englobe une diversité de statuts et de types de gestion rassemblés en 6 catégories. Elle englobe aussi des formes de gouvernance très variées qui sont présentées et discutées dans les chapitres 2 et 3 de ce même rapport. Alors, ici se présente un plan sur cette page qui nous permet de voir plus clairement ce que c'est. Nous avons un graphique, hein, une figure, les 6 catégories de gestion des aires protégées définies par l'UICN. En catégorie 1, nous avons la protection intégrale
C'est une réserve naturelle, par exemple, hein. On en a dans le nord du Cameroun, mais aussi partout ailleurs en Afrique. Donc, une réserve naturelle intégrale. euh, on va dire là, à ce moment-là, il s'agira d'une zone de nature sauvage. Une zone de nature sauvage ou une réserve naturelle intégrale. Catégorie 1. Catégorie 2, la conservation de l'écosystème et protection la conservation de l'écosystème et de la protection qui va avec, de type parc national, par exemple. La catégorie 3, c'est conservation d'éléments naturels. Là, il s'agit de monuments naturels, par exemple. Ou alors la conservation, ça c'est catégorie 4 cette fois-là, conservation par une gestion active. Il s'agit des aires de gestion des habitats, espèces ou ainsi de suite. Mais il y a aussi une cinquième catégorie, et la cinquième catégorie concerne la conservation d'un paysage terrestre ou d'un site marin qui peut servir de loisir. C'est peut-être par exemple un paysage tel que les mangroves ou des espaces de pêche, ainsi de suite. Une sixième catégorie concerne l'utilisation durable des écosystèmes naturels. Par exemple, les aires protégées des ressources naturelles qui sont gérées. On sait que des espaces de cette nature existent beaucoup au Bénin pour ce qui concerne l'espèce tortue marine. Donc voilà, six catégories des aires protégées définies par l'UICN. Je rappelle ce qu'est l'UICN, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature ou pour la conservation de la nature. En Afrique centrale, le nombre et la surface des aires protégées ont particulièrement augmenté au cours des années 1930, puis à la fin des années 1960, au milieu des années 1970. Une autre augmentation s'est produite après la Convention de Rio et le lancement du programme ECOFAC. Dans une de nos vidéos, dans un autre domaine, par exemple le domaine des sols, nous avons reparlé de la biodiversité. À ce moment-là, nous avons parlé de la Convention de la biodiversité. Cette convention qui a eu lieu en 1992. Et donc, on dit qu'il y a eu une autre augmentation qui s'est produite après cette Convention de Rio et le lancement du programme ECOFAC. Alors, le programme ECOFAC, Écosystème forestier d'Afrique centrale, à partir des années 90. Le réseau sous-régional comprend actuellement 206 aires protégées, occupant environ 799 000 km², toutes catégories confondues, ou 14,8% des terres et 5,5% pardon, de la zone économique exclusive, ZEE, marine des pays d'Afrique centrale. Ici, un graphique encore, une figure 2, c'est l'évolution du réseau d'aires protégées d'Afrique centrale depuis le début du XXe siècle. On commence en 1905 jusqu'en 2020, bien entendu, hein, l'année de ce rapport. Et on voit bien la progression, hein, les espaces ou les surfaces protégées ou déclinées, toutes catégories confondues, ont progressé en superficie et en volume. Donc, vous pourrez le constater pour ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Je pourrais éventuellement, si vous me contactez, vous apporter des informations, en tout cas des liens qui vous permettent de rentrer en contact avec ce rapport. Vous pouvez aussi consulter sur le site de l'UICN ou de l'OFAC. Alors, sur ce plan, sur cette figure, ce qu'on voit apparaître ici, donc, c'est la répartition spatiale des aires protégées en Afrique centrale. Nous sommes bien sur l'Afrique centrale commence en haut par le Tchad, se termine en bas par la République démocratique du Congo, et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez ici des zones vertes, vert sombre, vert clair, avec tout ce qui est vert sombre, ce sont les parcs nationaux. Tout ce qui est vert clair, ce sont les aires protégées, les autres types d'aires protégées, hein, sur les six catégories connues. Et vous avez aussi également des sites reconnus internationalement, hein, comme par exemple des sites qui sont en rose sur le plan. Voilà, donc ça aussi pareil, hein, vous pourrez rentrer en contact avec ce type de document sur demande ou sur le site de l'OFAC.
Environ 50% de ces aires protégées ont vu le jour durant les 20 premières années du XXe siècle, aussi bien en termes de nombre que de superficie. C'est ce qu'on voit sur la figure qui était précédente. Donc 20% durant la décennie donc 2011-2020 des Nations Unies pour la diversité biologique. Cela traduit l'engagement des gouvernements pour le développement du réseau des aires protégées d'Afrique centrale et la réalisation des objectifs d'Haïti, voire, donc on va regarder l'encadrer plus tard. Cet engagement s'est manifesté notamment à travers le programme ECOFAC dont on a parlé, qui fête ses 30 ans d'existence. Ce programme a contribué au classement de nombreuses aires protégées dans la sous-région comme les parcs nationaux d'Obo, Sao Tomé et Principe, ou du Monte Alan, ça c'est en Guinée équatoriale, ou alors le reclassement et l'extension des parcs nationaux de la Lopé, ça c'est au Gabon, et d'Odzala, Kokua au Congo. L'encadré dont on parlait tout à l'heure, parle des objectifs d'Aichi en relation avec les aires protégées d'Afrique centrale. Les objectifs d'Aichi ou plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 ont été adoptés en octobre 2010 par les signataires de la CDB, Convention de la biodiversité. Le 11e objectif vise euh, euh, Le 11e objectif, pardon, vise à la mise en place d'ici à 2020 de réseaux d'aires protégées et autres mesures de conservation à l'échelle des territoires couvrant au moins 17% des surfaces terrestres et 10% des surfaces marines et côtières. Cet objectif concerne à la fois l'accroissement des aires protégées, mais également l'amélioration de leur efficacité dans la protection de la biodiversité. En fonction des aires de conservation comptabilisées, l'objectif d'Aichi relatif aux aires protégées terrestres est atteint par un petit nombre de pays, Guinée équatoriale, République centrafricaine ou RCA et Sao Tomé et Principe, ou par la majorité d'entre eux, c'est ce qu'on regardera en figure 4 tout à l'heure. En effet, si l'on considère uniquement les aires protégées classées par les pays selon les lois nationales et reconnues par la base de données mondiale sur les aires protégées, seuls les trois pays mentionnés remplissent les critères d'Aichi. Par contre, si l'on considère aussi les sites reconnus internationalement, sites de patrimoine mondial, sites Ramsar, réserve de biosphère, ainsi que d'autres types d'aires protégées reconnus par les États, seuls le Burundi et le Rwanda restent bien en deçà de la barre des 17%. Certains pays ont d'ores et déjà dépassé l'objectif en cours de négociation de 30% du territoire sous statut d'aire protégée. Le Congo, la RCA, Sao Tomé-Principe. De plus, le Cameroun et le Gabon et la Guinée, de plus, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale n'en sont pas très éloignés, faisant de l'Afrique centrale une région exemplaire dans la conservation de la biodiversité terrestre. Rappelons-le, c'est un objectif complètement signé par l'ensemble des États signataires de la Convention de la biodiversité. 30% du territoire sous statut d'aire protégée, cela veut dire également reconnaître, transformer, mobiliser 30% d'un territoire national pour en faire des lieux de protection de la biodiversité. Ce que ce rapport nous montre, c'est que le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale ne sont pas très éloignés de ces 30% et donc font figure de pays exemplaires et la zone avec la sous-région d'Afrique centrale. Toutefois, deux pays auront des difficultés pour atteindre ces objectifs. Il s'agit du Burundi et le Rwanda, supportant parmi les plus importantes densités de population rurale de tout le continent africain, ramenées à leur territoire. Ainsi,
La mesure de ces objectifs internationaux nécessite un travail en amont de définition de ce qu'on considère comme étant une aire protégée avec des critères concrets et vérifiables. Cela permettra d'utiliser les mêmes paramètres et de limiter les considérations politiques éventuelles dans les résultats des progrès des États vers l'atteinte des dix objectifs. La démarche de l'UICN, donc, la démarche de l'UICN euh, de classification des aires protégées dans les catégories de gestion mondialement acceptées s'avère parfois difficile à mettre en pratique du fait de classification nationale très variable ou d'intérêts politiques particuliers. Si ce travail d'harmonisation peut se révéler ardu à l'échelle mondiale, il est tout au moins recommandé que des cadres communs soient mis en place au niveau sous-régional en vue de réduire les disparités. Les éléments présentés dans cet encadré posent un certain nombre de questions qui seront débattues plus loin dans cette section. Cela inclut une analyse plus fine de la connectivité, de l'efficacité de gestion de ces aires protégées ainsi que la prise en compte de mesures concernant leur périphérie et qui peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs d'Haïti. Alors, un petit plan, un petit schéma, une petite figure hein, pour les pourcentages de superficie des aires protégées terrestres par rapport aux superficies nationales. Donc, on voit ici que le Tchad en est à 17%. La majeure partie des pays n'atteignent pas 17, enfin, avoisinent 17%, tandis qu'on a quelques pays, environ 3 4 voire ouais, 4 pays qui ont dépassé les 30% de leur territoire national euh, euh, érigé en protection de la biodiversité. On a ici, par exemple, le Sao Tomé et Principe. On a par exemple RCA, République centrafricaine. On a le Congo. Voilà. Donc, ce sont autant de pays qui sont aujourd'hui dans la bonne vertu. Hein. Ils sont au-dessus de 30% de leur territoire national érigé en lieu de protection de la biodiversité. En Afrique centrale, les trois catégories d'aires protégées les plus représentées sont les parcs nationaux. Ça, c'est la catégorie 2. Souvenez-vous de la frise circulaire sur laquelle nous avions, à un moment donné, travaillé un petit peu. Donc, il s'agit de la deuxième catégorie, ce sont les parcs nationaux. Et là, c'est ce qu'on retrouve le plus en Afrique centrale. Les aires de conservation d'espèces, catégorie 4, aussi, les réserves de faune ou assimilées ainsi que les aires protégées où une utilisation durable de la biodiversité est permise. Alors, c'est les catégories 4 dans les domaines de chasse ou assimilés. Si les parcs nationaux dans les écosystèmes de savane sont souvent relativement anciens, la plupart des parcs forestiers sont récents. C'est le cas, par exemple, des 13 parcs nationaux gabonais créés en 2002 ou de la plupart des parcs forestiers du Cameroun. Les catégories 6 incluent des aires protégées qui sont souvent grandes, surtout en zone de savane, afin de protéger des populations suffisantes de grandes faunes. La plupart des domaines de chasse la plupart des domaines de chasse sont en particulier pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, au Gabon ou au Congo, République du Congo cette fois-là, ont été créés explicitement pour l'exploitation durable de la grande faune et la chasse sportive. Mais cette activité étant fermée actuellement dans ces pays, ils sont de fait considérés, voire gérés comme des réserves de faune, la catégorie 4. Euh, la différence entre ces deux types d'aires protégées est donc difficile à établir en l'absence d'une connaissance fine de chaque aire protégée. Les chiffres affichés devraient plutôt être envisagés dans leur globalité. Ainsi, plus de la moitié des aires protégées et près des trois quarts des superficies sont donc constituées de territoires disposant de statuts de protection pouvant
s'accommoder pouvant accommoder, pardon, certaines formes d'utilisation durable de la biodiversité non industrielle et au bénéfice d'opérateurs contractualisés et ou de communautés rurales. Alors, il y a le tableau 1 de cette partie, la répartition des aires protégées d'Afrique centrale en fonction des catégories UICN. Parlons des 6 catégories qui étaient dans la frise circulaire. Alors, on a les aires protégées, on en a 3 de catégorie 1, 76 de catégorie 2. Rappelez-vous, on avait dit que cette catégorie était régulièrement trouvée en Afrique centrale. Euh, la catégorie 3, on n'en a que 5. La catégorie 4, nous en avons 77. Et la catégorie 5, 3. La catégorie 6, 42. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il s'agit uniquement d'aires protégées nationales, marines, terrestres, hein. Ces statistiques peuvent différer de celles déclarées officiellement par les pays en raison de différences dans la méthode de catégorisation des aires protégées. D'où il était question, à un moment donné de cette lecture, d'harmoniser, de travailler en amont pour que on ait le même niveau qu'on ait les mêmes critères de classification et que ce soit plus lisible, plus facile à appréhender. Au cours de ces 5 dernières années, l'évolution la plus notoire en Afrique centrale est l'accroissement du parc d'aires marines protégées, ah, qui viennent compléter le réseau des aires protégées terrestres de la sous-région. Alors, ici, il faut saluer cet effort réalisé par les États côtiers. Seulement 5% des ZEE sont protégés, encore loin des 10% des zones marines et côtières fixées par les objectifs d'Aichi. Il y a du travail. Les premières aires marines ont vu le jour à partir des années 1990, bien que les zones marines commençaient timidement à faire l'objet de mesures de conservation au Gabon dès les années 1960. En 2017, 9 parcs marins et zones tampons associées ont été créées dans ce pays, ainsi que 11 réserves aquatiques. Dans la continuité de cette initiative, le Gabon s'est engagé à protéger 30% de ces territoires marins d'ici 2030. Il faut rappeler ici qu'il est actuellement illusoire de vouloir préciser le nombre exact d'aires protégées d'Afrique centrale et leur superficie. Ainsi, les statistiques nationales et l'état des lieux des aires protégées ne sont pas toujours connus avec précision. Un seul exemple est révélateur, celui des domaines et réserves de chasse de la RDC, dont l'essentiel a été créé du temps de la colonisation. Les textes de création de ces domaines et réserves ne sont pas tous disponibles et leur état des lieux en cours de réalisation par l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN, n'a pas pu être mis à la disposition de l'OFAC. D'autre part, alors on espère que dans les rapports qui arrivent en 2025 ou après, qu'on aura bien ce rapport sur lequel travaille l'ICCN, hein, l'Institut congolais de conservation de la nature, parce qu'il est important d'intégrer à l'ensemble des surfaces protégées, également les aires protégées ou les aires marines protégées qui ont été créées sous l'époque coloniale, mais souvent pour le bien-être des colons. D'autre part, la définition globale des aires protégées fournie par l'UICN ne suffit pas toujours à savoir ce qui est considéré comme aire protégée au sens de la loi de chaque pays. Or, la législation au sein de nombreux pays d'Afrique centrale ne donne justement pas une définition très exacte des termes aires protégées, entravant la mise à profit de l'ensemble des efforts nationaux dans l'atteinte des objectifs 11 d'Haïti, c'est-à-dire 30% du territoire national érigé en lieu de protection de la biodiversité. Nous reviendrons sur cette question dans les sections suivantes. Là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous venons de parler des aires protégées dans ce qu'il peut y avoir de projection en termes de catégories, de projection en termes d'existence réelle ou de difficultés même d'ailleurs
des difficultés à pouvoir harmoniser, à nommer, à appeler, à critériser les aires protégées afin qu'il y ait une lisibilité, au moins en miroir, si ce n'est en parallèle avec la lecture internationale. L'UICN, nous avons vu, c'était l'Union internationale de la conservation de la nature, qui a 177 000, qui a 17 000, pardon, 17 000 experts et à peu près 177, si ce n'est 180 États membres signataires, sont à la fois un lieu d'influence, mais aussi un lieu d'accompagnement avec tous ces experts, hein, auprès d'accompagnement d'États et de gouvernements pour que petit à petit, il y ait une harmonisation des normes et des critères par lesquels nous pouvons identifier les aires protégées, que ce soit des aires terrestres, des aires forestières ou des aires marines protégées. Et donc, le souhait que nous pouvons émettre à la fin de cette lecture, eh bien, c'est que finalement, les choses se soient avancées, hein, entre les critères nationaux qui sont peu trop ou pas compris du tout à la lecture internationale et les critères internationaux qui doivent eux aussi évoluer pour intégrer les réalités de terrain, ce qui relève de ce qui de la lecture d'une surface sur laquelle on protège la biodiversité parce qu'on veut la chasser, c'est la chasse sportive ou de loisirs, ou celle qui naturellement préserve cette même biodiversité simplement parce que c'est utile pour la nature. Tout ceci doit être classifié et catégorisé de manière lisible, à la fois pour ceux qui vivent dans ces territoires-là, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de comprendre les interactions entre le vivant et le sol qu'ils vont se mettre à cultiver. La prochaine fois, nous nous reverrons pour une lecture qui parlera des aires protégées qui bénéficient d'une statut international. Nous avons travaillé ici sur des aires protégées qui ont une double lecture. À la fois, on essaie de se coller aux législations locales qui parfois n'utilisent même pas le terme aires protégées, mais aussi en leur apportant un regard plus ou moins accordant ou concordant avec les critères de lecture de l'UICN, qui est l'instance internationale et mondiale sur cette question-là en termes d'expertise. Maintenant, nous allons voir quelles sont les aires protégées qui bénéficient d'un statut international au sens de l'UICN et d'autres structures internationales qui traitent de la protection de la biodiversité. Donc voilà, nous ferons cette lecture la prochaine fois. Alors, ce qu'on peut dire donc pour clôturer cet audio ou cette vidéo, c'est que les aires protégées, nous avons besoin des aires protégées pour ben, permettre que la vie continue à être mobilisée sur Terre, pour savoir également que lorsque nous utilisons les sols, nous avons besoin d'avoir des connaissances précises de qu'est-ce qui est inventorié dans l'aire protégée. Et pour cela, nous devons délimiter, critériser, nous devons catégoriser, nous devons, pour pouvoir mieux prendre en main, prendre en charge la protection de cet environnement-là. Et la suite logique à cela, nous allons le voir dans d'autres vidéos qui concernent plutôt l'agriculture, c'est que bien connaître ce qui est protégé, bien connaître des espèces et la biodiversité en présence, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale, bien la connaître permet également de compléter les connaissances que nous avons sur les écosystèmes de nos plantes de culture. À savoir que si nous y sommes si fortement engagés, c'est parce qu'à travers la biodiversité, que ce soit la biodiversité macro pour la grande faune, ou que ce soit la biodiversité micro dans le sous-sol qui permet ainsi à la plante de s'épanouir et de nous produire une alimentation saine et durable. Dans les deux cas, nous avons besoin d'avoir des connaissances stabilisées, en tout cas par l'observation, par l'expérimentation, mais aussi par la collecte de données, d'où ces lectures que nous faisons. Nous avons besoin pour pouvoir produire sainement et de façon durable et avoir surtout une alimentation équilibrée. On est ensemble.